Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition du 19h, dont voici le sommaire. Comme chaque lundi, nous reviendrons sur la riche actualité sportive du week-end entre le tennis et les résultats des Sport Co, avec 2 victoires en football et en basket, mais aussi déjà avec un focus sur les événements qui ponctueront le mois de mai en principauté sur le circuit de Formule 1. Nous suivrons la préparation des commissaires de l'Automobile Club en vue des Grands Prix. Alors que les beaux jours arrivent et que la location des bateaux est une formule qui séduit de plus en plus, nous verrons que le temps partagé des bateaux de luxe devient tendance. Il était l'une des têtes d'affiche du Salon du Livre qui s'est tenu ce week-end à Monaco. L'ancien ministre français et ancien président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, sera notre invité. Il nous expliquera que l'humour est un véritable art politique et nous livrera ses anecdotes les plus savoureuses. Enfin, au chapitre culturel, l'exposition des œuvres du photographe italien Massimo Listri à la galerie Moretti Fine Art et le concert donné ce week-end par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec la pianiste Momo Kodama. Mais débutons ce journal donc avec un large chapitre sportif. Vous l'avez vécu tout au long de la semaine et jusqu'à hier sur Monaco Info, à travers le regard et les invités de nos experts, c'est Andrei Rublev qui a finalement remporté les Masters 1000 de Monte-Carlo en s'imposant en finale face au Danois Holger Rune, un événement qui a drainé beaucoup de monde à Monaco, alors que le jour même, les 2 clubs phares des Sport Co monégasques, eux aussi, brillaient. En football tout d'abord, l'AS Monaco FC s'est imposé face à Lorient 3-1. Les footballeurs monégasques occupent la 4e place du classement de Ligue 1. Et en basket, Monaco a continué à dérouler en Betclic Elite. Victoire sans appel 98-83 face à Fos-sur-Mer et un leadership total sur le classement général depuis plusieurs semaines. Tennis, basket, football et bientôt un nouvel épisode d'un événement qui ancre toujours un peu plus Monaco comme une capitale du sport. Le mois de mai sera marqué par la tenue de l'e-Prix, mais aussi du Grand Prix de Formule 1. Fidèles à leur poste, des passionnés, les commissaires de course se sont préparés tout au long du week-end. Anaïs Riu, Alexandra Marangoni et Hugo Comassa les ont suivis. Il est obligatoire aussi bien pour les nouveaux que les anciens pour valider leur licence. Le stage des commissaires de piste a accueilli cette année une promotion de 600 bénévoles pour assurer la sécurité et le meilleur déroulement possible des grands prix automobiles qui approchent à grands pas. Une formation de 10 ateliers de 7h à 19h étalée sur 2 journées au chapiteau de Fontvieille. Et cette année, plusieurs améliorations et nouveautés ont été apportées par l'Automobile Club de Monaco en charge de l'organisation du stage. Nous avons d'abord amélioré au niveau de la gazelle, qui est la partie physique de l'exercice. On a changé un petit élément, on a mis un peu plus de vie à la volonté du président, c'est-à-dire qu'il ne tracte plus une caisse en fer affreuse, il tracte maintenant une pièce, véritablement un morceau de boîte à vitesse qui est propre et qui n'est pas polluant, qui n'abîme pas le sol, qui est dans l'air du temps et en respectant l'environnement. Ensuite, nous avons modifié au niveau du feu. Cette voiture a été relookée aux couleurs un petit peu, elle était en aluminium, on l'a relookée aux couleurs monégasques et de l'Automobile Club. Il fait partie des tests les plus impressionnants. L'atelier feu entraîne à une intervention parfaitement organisée entre les commissaires de piste et les pompiers qui travaillent de front en cas de sinistre grave durant les courses. Il y a 3 choses. Il y a déjà notre sécurité à nous lorsqu'on intervient, la sécurité du pilote, donc il va falloir éteindre le sinistre en même temps. Donc il faut protéger le pilote en agissant sur le feu et en mettant aussi une couverture, parce que ça c'est vraiment l'objectif prioritaire, c'est de sortir le pilote, et d'agir sur le feu, d'agir sur le sinistre. Et nous, je redis encore, notre sécurité également aussi, par rapport à la piste et par rapport au feu. Bien que la synergie soit très forte entre les commissaires et les sapeurs-pompiers lors d'un potentiel accident, l'extraction du pilote hors de son véhicule reste réservée aux soldats du feu et ambulanciers qui s'entraînent eux aussi à l'occasion de ce stage. Là, l'objectif, c'était d'extraire un pilote. Donc on a 2 procédures. Une procédure si la voiture n'a pas de problème électrique, puisque bon, les formules électriques sont électriques, mais les Formule 1 sont aussi hybrides. Donc il y a toujours potentiellement un risque électrique. Donc on a des voyants qui sont positionnés sur la voiture et qui nous disent si le voyant est vert, ce qu'on appelle une green car, donc il n'y a pas de risque électrique. Si la voiture est rouge ou qu'il n'y a pas de voyant, donc c'est red car, donc là il y a un risque électrique potentiellement. Donc qui dit risque électrique dit on va se protéger plus que s'il n'y en a pas, d'où le déploiement de la couverture, le personnel qui a des gants isolants, des bottes isolantes.
parce que l'objectif c'est de ne pas créer de victimes supplémentaires et que le sauveteur ne devienne pas une victime. Enfin, parmi les améliorations de cette année, le parcours des scénarios de course qui permet l'apprentissage des différents drapeaux et panneaux de signalisation a été agrandi et les véhicules qui avant étaient des Renault Twizy sont désormais des cartes électriques, de quoi rendre l'un des ateliers les plus importants plus vivant, réaliste et respectueux de l'environnement. Et pour clore tout à fait ce chapitre sur les événements sportifs à venir et dont nous faisons l'écho sur Monaco Info, notez-le, à suivre ce soir, les experts basket, comme chaque lundi, en alternance avec les experts foot à 19h30. Puis jeudi, en direct, le match de championnat de Betclic Elite entre Monaco et Strasbourg, avec aux commentaires Yannick Debevert et Ali Traoré. Et les acteurs sportifs monégasques mettent tous un point d'honneur à être proches de la communauté. C'est dans ce sens qu'une convention a été signée aujourd'hui entre le musée océanographique et l'ASMFC. Dans la continuité des liens unissant les deux entités, cette convention prévoit la mise en œuvre d'actions de médiation communes qui auront toutes pour objectif de porter un message en faveur de l'océan au plus grand nombre. Les beaux jours sont là, la chaleur arrive. Quoi de mieux qu'une virée en mer? L'achat d'un bateau peut s'avérer contraignant, surtout lorsqu'il s'agit d'une unité de luxe. Une nouvelle offre de navigation a vu le jour, une tendance qui a ses adeptes déjà dans l'immobilier par exemple, le time-sharing. Avoir son propre bateau, neuf, service et entretien compris pour un loyer mensuel fixe, c'est aussi possible. Comment cela fonctionne? Quels yachts sont à disposition? Réponse dans ce reportage de Juliette Rappert et Alexa Vial. On n'achète plus un yacht, on s'abonne. C'est la phrase d'accroche d'Anthony et Matteo Brisac, cofondateurs de Neo Yacht, lors de leur conférence de presse pour présenter cette nouvelle offre d'abonnement. En effet, l'accès au yacht par abonnement est de plus en plus en vogue, mais cette fois pour le yachting de luxe. La personne choisit le bateau qui l'intéresse, comme elle ferait pour acheter un bateau habituellement dans un boat show traditionnel. Mais au lieu de devoir procéder à un financement, à une immobilisation financière, de faire un apport, de s'occuper de toute la partie administrative, eh bien, la personne souscrit un simple abonnement, comme vous pourriez souscrire un abonnement pour aller à la salle de sport. Mais en utilisant le bateau d'une manière partagée avec d'autres abonnés. Donc en fait, c'est un double nouveau concept qui est une nouvelle ère du yachting, qui est d'accéder à un bateau en abonnement, pour tout simplement mettre derrière soi toutes les contraintes que représente l'achat d'un bateau. Ce nouveau concept de timeshare se fait par mensualité pour un service tout inclus. Entretien, assurance, conciergerie, mais aussi vous pouvez bénéficier d'un équipage et bien sûr de la place de port. Vous pouvez même personnaliser votre temps de navigation et aucune période d'utilisation n'est imposée. Aujourd'hui, on a 3 bateaux à disposition. Nous avons donc 2 Pardo, un Pardo 60 et un Pardo 38, et nous avons un Fairline 33. Nous avons également 6 autres bateaux qui ont déjà été vendus pour 2024, qui sont plutôt du chantier Fairline sur des gammes un peu plus grandes. Grâce à l'application dont vous devez demander l'accès, dès le 1er juin, vous pourrez donc vous prélasser en Méditerranée sur votre yacht. C'était un beau succès, des dizaines d'auteurs sont venus rencontrer leur public tout au long du week-end au Grimaldi Forum pour le Salon du Livre. Parmi eux, l'ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale française, Jean-Louis Debré. Il présentait son ouvrage intitulé « Quand les politiques nous faisaient rire » et il est notre invité ce soir. Il est interrogé par Émilie Rousseau. Bonsoir Jean-Louis Debré. Bonsoir. La couverture de votre livre parle d'elle-même. On y voit 2 anciens présidents de la République française, Jacques Chirac et François Mitterrand. L'humour en politique est un signe de bonne santé de notre vie démocratique. Non mais l'humour est une forme d'éloquence. Quand on fait de la politique, il faut toujours éviter de répondre aux questions des journalistes. N'est-ce pas? Et donc l'humour permet d'éviter les questions embarrassantes. Et l'humour en politique, et ça fait partie de l'art oratoire, permet aussi de déstabiliser les adversaires. Quand un jour un député dit « Ah oui, Bayrou, je le connais, c'est le seul personnage politique qui m'a indiqué qu'il avait entendu la Vierge lui dire qu'il serait président de la République. » Ça a fait marrer tout le monde. Souvent je dis que on me dit mais vous êtes ancien ministre, oui, mais un ancien ministre ça sert à rien. En politique il faut pas être ancien ministre, ça sert à rien. Il ne faut pas être ministre, on a que des ennuis. Et il faut être surtout futur ministre. Pourquoi?
parce que là, tout le monde vient vous courtiser, et notamment la télévision. Mais là, j'ai plus aucune chance. Le rire ou l'ironie, donc vous le dites, hein, en politique peut être un atout, mais encore faut-il qu'il soit bien maîtrisé. Hein. Ah ben ça, c'est là où il y a le talent et le génie. Et quand on prend l'histoire de France, on voit très bien que des hommes comme Clémenceau, comme Jaurès, comme Mitterrand, comme Chirac, avaient le génie de la formule. Vous savez ce que disait Clémenceau quand le président de la République, Félix Faure, est mort dans les bras de sa maîtresse. Et il a dit de lui, il voulait être César et il est mort Pompée. Votre ouvrage fourmille de ces anecdotes, est-ce que vous en avez d'autres à nous partager? La formule politique, par exemple, je me souviens d'une autre formule, la droite a touché le fond. Et il y a un député qui ajoute, oui, maintenant elle creuse le plancher. Si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que, et surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, où il faut faire attention, l'humour est un moyen pour faire rire aux dépens de ses adversaires et rassembler ses citoyens. Quand un jour, Ségolène Royal dit en politique il faut faire le ménage et une femme est bien placée, ben oui, ça fait rire tout le monde. Forcément. Donc voilà, si vous voulez, et pour manier l'humour, il faut avoir une grande culture. Il y avait aussi André Santini qui, à Raymond Barre, lui disait, oui, quand il se tournait les pouces, Raymond Barre est en train de faire son jogging. Ça aussi, oui, un jour, je suis à l'Assemblée, moi qui suis ancien magistrat, et le ministre de la Justice, c'est Arpaillange. Et Santini se tourne vers moi et dit, est-ce que tu sais la différence entre le ministre de la Justice et Saint-Louis? Non. Ben, c'est très simple. Saint-Louis rendait la justice sous un chêne et Arpaillange comme un gland. Là, on se dit quand même que la politique, c'est un peu du spectacle aussi. Mais la politique, c'est devenu un métier du spectacle. C'est de plus en plus un métier du spectacle. D'abord parce que pour exister, il faut passer à la télévision, à la radio. Aujourd'hui, dans le laïus, dans le gris de la politique, on ne retient que des petites phrases et on ne retient que de l'humour. On est dans un monde où on ne lit plus, où on n'écoute que très peu de temps, et le bon humour, et pour passer et pour exister, il faut avoir de l'humour et des petites phrases cinglantes. Selon vous, quelle politique maniait ou manie le plus l'humour ou l'ironie? Alors le problème aujourd'hui, c'est que les politiques ne font plus rire, ils font pleurer. Et le prochain titre de mon livre, c'est « Quand les politiques nous font pleurer ». Eh bien, merci beaucoup Jean-Louis Debré d'avoir été avec nous pour aborder avec humour la politique. À bientôt. Ouvrons une page culturelle jusqu'au 28 avril. La galerie Moretti Fine Art accueille l'exposition Massimo Listri Photographie, une rétrospective consacrée à l'artiste florentin de renommée internationale dans le domaine de la photographie d'architecture. Anaïs Riu vous présente ces clichés des plus grands palais, villas et œuvres architecturales d'Italie, des clichés actuellement exposés à Monaco. Ils sont inspirés à la fois de sa passion pour la collection d'antiquités et la décoration d'intérieur. Les clichés du photographe italien Massimo Listri ont tous un point commun, ils représentent des intérieurs complètement vides. Leur but, retranscrire autant le silence et la sérénité que la vie et la présence grâce à des perspectives surréalistes qui idéalisent la beauté des lieux que l'artiste photographie. Io cerco di trasmettere una sorta di serenità e di equilibrio compositivo. Poi le persone, ognuno vede in una fotografia quello che vuole vedere. Qualcuno gli ricorda qualcosa, un cenno di un qualcosa dell'infanzia, qualcosa di già costruito nella mente. Per cui ogni persona, perché a ogni persona piace una foto diversa? Perché qualcuno trova in un'immagine cose diverse. Massimo Listri expose son travail pour la toute première fois en Principauté, et ce, en collaboration avec la galerie du marchand d'art Fabrizio Moretti, également ami de l'artiste. I know Massimo Listri, the artist, for many, many years, and I think he's one of the greatest photographers, Italians in the world, and we are honored to have him in Monaco for the first time. The city of Monaco believes a lot in the art world.
Musée d'art, palais, bibliothèque et intérieur contemporain, l'exposition rassemble une minutieuse sélection de 15 photographies, toutes à la vente de 11 000 à 26 500 € et exposée jusqu'au 28 avril prochain. C'était lui aussi un artiste italien qui avait acquis une belle réputation dans la réalisation notamment d'affiches de cinéma. La veuve de Nano Campeggi vient de remettre au prince Albert II, en présence de la princesse Charlène, plusieurs créations de son mari représentant la princesse Grace, ou plutôt la comédienne Grace Kelly, à l'époque où elle était à l'affiche de plusieurs films hollywoodiens. Il s'agit d'une acquisition de 5 toiles. Cette remise des œuvres s'est déroulée à Florence lors de l'anniversaire des 160 ans du consulat de Monaco. Le maestro Kazuki Yamada aime la musique française et il l'a encore prouvé ce week-end en offrant au public 3 œuvres de ce registre, mais rarement jouées, des œuvres de Gounod, Fauré et Debussy, avec en soliste la pianiste Momo Kodama. Voyez et écoutez ce reportage de José Sacré et Thomas Deus. C'est un concert assez exceptionnel auquel nous avons assisté samedi 15 avril à l'Auditorium Régnier 3. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Kazuki Yamada, a en effet interprété des œuvres rarement ou jamais jouées à Monaco. D'abord, la symphonie numéro 2 de Charles Gounod, exécutée pour la dernière fois le 1er novembre 1930 par l'Orchestre du Nouveau Cercle des Étrangers, ainsi était alors nommé l'Orchestre de Monaco, placé sous la direction d'un chef monégasque, Marc César Scotto. Puis, une œuvre jamais jouée à Monaco, la fantaisie pour piano et orchestre opus 111 de Gabriel Fauré, avec au piano Momo Kodama. L'idée de penser que ça résonnait ici, parce que les premières, comme ça, la première fois que ça résonne, que c'est pas juste, ça reste pas sur le papier, mais que les sons embaument et remplissent un espace, c'est quelque chose de très fort. Donc oui, c'était probablement une vraie première aujourd'hui de cette fantaisie, et le Debussy aussi qui est très peu joué. Est-ce que vous allez garder un bon souvenir de ce concert? Ah, mais ça reste un souvenir inoubliable, oui, bien sûr. Et les musiciens de l'orchestre sont tellement ouverts et chaleureux et ouverts, et avec ce public aussi très chaleureux, accueillant. Et maestro Yamada, oui, ça reste un souvenir très spécial. Un souvenir très spécial donc pour Momo Kodama, invité d'honneur sur la scène de l'Auditorium ce week-end. Et un autre concert à venir cette fois est caritatif celui-là. La 5e édition de Pousse la vie aura lieu le 26 avril à 20 h à l'Auditorium Régnier 3 avec son parrain historique, le compositeur Yvan Cassard. Alex Jaffré sera également présent, ainsi que Julie Sevilla-Fraisse, violoncelliste de l'Opéra de Paris, et le groupe Call Me Winston pour revisiter les plus grands airs de musique classique ou plus contemporain. Ce concert est au profit de la Fondation Flavien. Pour être tout à fait complet, découvrons ensemble la tendance météo pour la journée de mardi avec vous, Frédéric Elion. Bonsoir. Le ciel sera bien dégagé, Patricia. Quelques légers passages nuageux sont attendus dans l'après-midi, mais cela n'altérera pas le beau temps. Les températures seront comprises entre 12 et 18 degrés. Mardi 18 avril, ce sera la Saint-Parfait. Eh bien, bonne fête à vous, Frédéric. Et à demain, 19 h, pour un nouveau journal. Nous nous quittons avec les photos de fin d'édition du jour. Elles sont consacrées au stage des commissaires de l'ACM et sont signées Manuel Vitali. Très belle soirée à vous. À demain, 19 h, sur Monaco Info.